Alors, capable autrement. Voilà comment nous avons voulu intituler notre journée aujourd'hui. Être majeur protégé, ce n'est pas ne pas savoir faire, c'est savoir faire autrement. Nous sommes tous, à un moment de notre vie, vulnérables. Alors, c'est vrai, ça peut correspondre à une petite perte momentanée de repères, mais c'est plutôt déstabilisant. Dans les rapports sociaux, le risque, c'est d'être défini uniquement à travers notre fragilité et de fait, d'avoir le sentiment d'être renvoyé à un statut d'infériorité par rapport aux autres individus qui, eux, sont supposément non vulnérables. Nous pouvons alors nous sentir diminués par le regard porté sur nous par autrui. Parce que la vulnérabilité est bien d'abord et avant tout une dynamique et une interaction entre la personne et son environnement au sens large. La vulnérabilité des individus porte avant tout la marque du rapport à l'autre. Elle réside essentiellement dans le regard de l'autre. Au plan de la protection juridique des majeurs, la contrainte, qui est judiciairement instaurée, assure la compensation juridique de la vulnérabilité de l'individu dont la mesure nous est confiée. Elle lui permet de répondre aux exigences juridiques de son environnement et, plus largement, elle participe de son inclusion sociale. D'un point de vue formel, notre évaluation interne de 2013 a démontré que notre organisation s'avère efficace au plan de l'exercice de la capacité juridique des personnes. Mais est-ce qu'on peut réduire à cette dimension juridico-administrative la capacité d'un individu? L'article 415 du Code civil définit les principes directeurs de la protection juridique des majeurs, en intégrant à la dimension juridico-administrative une dimension éthique et humaine. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet article 415 que vous connaissez bien sûr tous par cœur? Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée, elle favorise dans la mesure du possible l'autonomie de celle-ci. Cela nous rappelle que l'exercice d'une capacité juridico-administrative implique des compétences et des aptitudes cognitives, intellectuelles, relationnelles, fonctionnelles. Il faudrait donc considérer les personnes protégées non pas comme incapables, mais comme capables autrement dans ce qu'elles sont et dans ce qui leur importe. Alors, est-ce que notre organisation permet d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire de préserver et de soutenir les capacités naturelles des personnes? Parce qu'en effet, notre vulnérabilité n'entame pas toutes nos capacités. À travers cette journée d'études, nous avons souhaité réfléchir avec vous dans le cadre que nous voulons donner à notre évaluation interne de 2020, au paradoxe supposé entre l'autonomie et la contrainte. Comment concevoir une contrainte sur autrui qui est édictée par le droit puisse être un facteur d'émancipation individuelle et de réappropriation d'une autonomie perdue? Durant cette journée, nous serons entourés d'intervenants qui vont nous aider à décentrer notre regard qui est naturellement axé sur la compensation d'une incapacité de faire. Nous réfléchirons à la manière d'appréhender les dimensions éthiques et humaines portées par l'article 415 et aux moyens de rendre effectives les capacités qui demeurent en chaque individu. Nous avons souhaité par ailleurs faire de cette journée un outil de communication interne, pour que l'on puisse continuer à réfléchir et à travailler dessus, et externe. C'est vrai que dans un environnement qui est hostile, où
nous, les professionnels, souffrons d'une mauvaise image auprès des publics, il nous paraît capital de communiquer sur nos actions et de faire connaître nos missions. L'aspect innovant de cette journée d'études réside dans son aspiration à élargir son champ d'action à d'autres professionnels. C'est pourquoi nous avons souhaité réaliser un film, puisque c'est le support qui nous semble être le plus adapté à l'objectif qui est posé. Dans ce cadre, nous avons fait appel à M. Fred China, que je remercie d'avoir répondu au pied levé à notre demande. Alors, elle n'était pas prévue au programme, mais elle nous fait l'honneur de sa présence. Je laisse maintenant la parole au docteur Marie-Philippe Deloche. Je vais être brève, mais c'est pour ouvrir dans cette journée une petite fenêtre sur la clinique. Je suis donc médecin psychiatre. Capable autrement, ça aura été pour moi tout un chemin de travail entre ce que j'ai appris à la fac pendant mes études de médecine et de psychiatrie et une pratique en hôpital de jour qui a duré 35 ans. Aujourd'hui, je travaille plus qu'un tout petit peu au centre de santé des étudiants comme clinicienne, mais j'ai créé une association avec d'autres, bien sûr, qui s'appelle le Fol Asile. Et c'est une manière d'envisager la rencontre entre des patients et ceux qui les accompagnent autrement. Cette association, c'est une maison d'édition. On a créé une maison d'édition de poésie art brut, comme on dit, mais qui n'est donc pas un asile reconstitué de hors au sens de l'isolement, puisque dans cette association participent des grands poètes de la cité. Poètes qui ne sont donc, soi-disant, pas vulnérables ni incapables. Voilà, mais nous avons donc publié pour l'instant 6 recueils. J'en ai apporté, comme ça vous pouvez voir, j'en ai laissé à Marie Cotin qui pourra vous le montrer aussi pendant la pause repas, parce que je ne pourrais pas rester au repas. Voilà, alors là un exemple de recueil, celui-ci s'appelle Les petits sujets de l'exil. L'exil, c'est pas forcément géographique, même si aujourd'hui, malheureusement, on en entend beaucoup parler dans ce sens. L'exil, ça peut être quand on ne se sent pas de chez soi en termes de sécurité intérieure. Donc c'est souvent le cas des personnes que vous accompagnez. Alors moi, je vous explique comment j'exerce encore la psychiatrie autrement, à travers cette maison d'édition. Mais j'ai voulu, à la demande, en discutant avec Nacera pour organiser mon intervention courte, vous parler de quelque chose courtement mais de très important, puisque je suis médecin psychiatre expert auprès des tribunaux, ce qui fait que je suis mandatée pour examiner les personnes avant la mesure de protection. Je fais donc une rencontre de ces personnes pour faire un certificat médical, une expertise que j'envoie donc au juge de la protection des majeurs qui prendra sa décision avec d'autres critères bien sûr, mais avec celui-ci. C'est un temps extrêmement important. C'est un temps de rencontre. J'ai pris maintenant que je n'exerce plus de fonction hospitalière, j'ai plus de temps, j'ai donc pris le parti de faire ces examens à domicile. Donc chez les gens. Et là, la vision d'une personne dans son environnement est vraiment très intéressante. Alors, il y a des personnes très âgées pour lesquelles la question de l'incapacité est assez facile à résoudre, on peut dire comme ça. Mais il y a surtout tout le champ de la psychiatrie, donc mon champ principal. Quand quelqu'un est affecté d'une psychose, il est donc dans une incapacité momentanée ou plus longue relationnelle, et on va lui proposer une mesure de protection. Eh bien, il faut savoir que dans cette première rencontre, aussi malade que soit la personne que je rencontre, aussi confuse parfois, se pose toujours la question des limites et de ce qui reste comme capacité pour lui. Ça fait vraiment partie de l'examen, c'est précis, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, et les futurs protégés sont conscients qu'ils vont se retrouver dans une position un peu comme quand ils étaient les enfants de leurs parents. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas eu des parents idéaux non plus.
Donc ils vont revivre dans la relation avec leur tuteur, curateur, des choses qu'ils ont vécues avant, qui ne sont pas toujours formidables. Il y en a aussi qui sont bonnes, hein, des choses qu'ils ont vécues avant. Il faut savoir que sans vous en rendre compte, vous occupez cette place. Alors, il y a la place de la réalité du jour, et cet arrière-fond qui habite en chacun d'entre nous, de notre histoire. Chaque fois, c'est rejoué. D'ailleurs, avec moi aussi, puisque dans ce moment où je vais décider d'une mesure de protection, curatelle, tutelle, ou levée de curatelle aussi, qui intervient là, vont se rejouer tous ces moments d'attachement à l'adulte qui vous a élevé et du détachement nécessaire quand on devient adulte. C'est des moments qu'on a tous traversés, hein, l'attachement et le détachement de la fonction enfant. Hein. On reste attaché à nos parents, mais pas de la même manière. Toute cette traversée-là, toute cette aventure est individuelle, très singulière, et je peux vous dire qu'à chaque fois, je découvre des choses, malgré mon grand âge dans ce métier, je découvre des choses très étonnantes. Et donc, capable autrement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment envisager au cas par cas. Alors, c'est le cas, normalement, quand on fait de la médecine, et puis de l'accompagnement social ou médico-social. On dit, c'est un peu tard à la crème, c'est au cas par cas, c'est un par un. Mais là, pour ce qui est d'une capacité émotionnelle, intellectuelle, relationnelle, c'est vraiment de la broderie. Et on peut s'en rendre compte. Moi, j'ai été aussi médecin psychiatre à l'hôpital, donc pendant longtemps, et mes patients, ils avaient affaire des fois à Eva Cutel. Et ils avaient une manière de parler d'Eva Cutel, très souvent avec gratitude, malgré tout, malgré la limitation qui se... Voilà, voire même de la poésie, puisque l'un d'entre eux, je pense que ce mêlant connaissent bien, et dont je ne donnerai que le prénom, par discrétion, qui s'appelle Arnaud, appelait sa tutrice Madame Porte-Monnaie. Donc vous voyez, c'est drôle, c'est politique, et ça en dit quelque chose. Voilà, c'est Madame Porte-Monnaie. C'est pas une personne que je vais rencontrer. Donc j'ai eu à intervenir pour cet Arnaud, pas comme tiers, mais un peu comme facilitateur de l'échange entre sa tutrice et lui, pour qu'il puisse entendre à quel point Madame Porte-Monnaie était une dame, était une personne qui exerçait une fonction, certes, mais était quand même une personne. Elle n'était pas réduite au distributeur, un distributeur de biens. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ce que je voulais faire passer comme message, c'est que franchement, quand vous avez affaire à vous protéger, sachez que c'est compliqué, et que c'est normal que ça soit compliqué, et on l'espère compliqué. La psyché d'un homme et sa vie, c'est compliqué. Quand on veut le réduire en simplifiant de manière binaire, oui, non, on se trompe. Tout le monde se trompe en faisant ça. Donc c'est compliqué. Profitez de cette complication qui est une richesse pour apprendre sur le lien. Et puis je pense que, je pense, ma sœur me l'a dit, que vous avez une supervision ou un accompagnement dans les prises en charge. Il faut souvent qu'on l'ait sur le plan institutionnel, qu'on se l'octroie sur le plan personnel. C'est vraiment important dans ces relations à deux qui tendent à devenir imaginaires, parce que quand on est deux, on dessine un axe, une ligne. Il suffit d'imaginer un troisième point pour voir que topographiquement, ça ouvre un espace. On fait un peu de géométrie là. Et quand il y a un espace, ça circule mieux dedans. Quand on reste dans l'axe imaginaire, c'est source de beaucoup de projections. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Malheureusement, je ne pourrai pas partager avec vous jusqu'au bout, parce que je dois vous donner votre support. Je vais laisser aussi, s'il y a plein de flyers de cette association Le Faux l'Asile, au cas où parmi vos protégés, vous repéreriez des poètes, écrivains ou personnes pour qui ça serait intéressant d'être publié. Donc vous vous servirez, je vous dis. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser au docteur Deloche, c'est le moment. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. On a souhaité aussi que cette journée soit interactive. Donc l'idée, c'est que vous puissiez prendre du contenu, amener du contenu. Donc elle a encore quelques minutes de disponible pour vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Moi, je vais lancer le débat parce que quand on a préparé cette journée, j'ai été extrêmement surprise de voir à quel point, je vais démarrer ma petite contribution sur ce point, à quel point les personnes avaient la conscience de la limitation que
que pouvait provoquer la mesure de protection, mais aussi de l'intérêt qu'elle pouvait en tirer. C'est-à-dire qu'elles faisaient preuve de beaucoup de pragmatisme par rapport à ce qui allait arriver. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Vous nous avez donné des exemples d'éventuellement ce qui pouvait se rejouer à ce moment-là. Vous l'avez déjà un petit peu abordé. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple de ce que vous avez pu expérimenter lorsque vous rencontriez des personnes éventuellement? Oui, non, je peux pas donner des exemples si pratiques que ça. Celui de Madame Porte-Monnaie est exemplaire parce que c'était un monsieur qui avait souffert de psychose infantile et de maltraitance. Il portait les deux difficultés et une psychose, le rapport au monde est différent du nôtre. Pas forcément limité d'ailleurs, il y a des psychotiques géniaux. D'ailleurs, un de mes successeurs au micro va nous démontrer ça, les entendeurs de voix. Il y a des psychotiques géniaux qui inventent des choses qu'on n'inventerait pas sans l'être. Voilà. Mais lui, il avait aussi souffert de maltraitance d'une mère malade, donc de violence physique, de violence psychique. Donc évidemment que quand il me parlait à moi d'Eva Tutel, de sa tutrice, à plus de la de Madame Porte-Monnaie, il projetait sur elle des choses qui ne pouvaient pas exister dans la réalité. Voilà. Donc il fallait déplier ça, vraiment, et chaque fois, il avait conscience, à la fin des entretiens, de superposer dans son regard sur l'autre un certain kaléidoscope. Voilà. Donc ça, on est porteur de ça quand on est soignant ou tuteur ou quand on est aidant à la personne, on est porteur de projection. Ça peut être désagréable parce qu'on dit mais c'est pas moi là, il me parle à qui là, c'est pas moi ça, mais il faut le prendre en compte parce que c'est très important, c'est comme ça qu'on connaît l'autre. Avec ces projections, elles existent, elles sont peut-être fausses, c'est des illusions, mais elles existent et elles sont très agissantes dans la relation. Donc je ne sais pas trop quel exemple.